présent, nous allons continuer avec le point 9 qui est consacré à la présentation des rapports d'activité des différents mécanismes de la Commission africaine. À ce stade, je voudrais donner la parole à la commissaire Kaitesi pour qu'elle nous présente le rapport de la commissaire rapporteur sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, Maya qui est empêchée. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Je vais présenter le rapport d'activité d'intercession de la commissaire Maya Fadel en qualité de rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants, les déplacés internes et en tant que membre d'autres mécanismes, notamment en tant que membre du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires arbitraires en Afrique, en tant que membre du groupe de travail sur les droits sociaux, économiques et culturels. Son rapport comprend aussi l'état des lieux de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes, l'analyse de la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées internes et des migrants en Afrique, et il se clôture par des recommandations formulées à l'endroit des différentes parties prenantes. La première partie du rapport qui concerne les activités réalisées en qualité de commissaire, membre de la commission, comprend plusieurs activités. La première étant la participation à la retraite conjointe du comité des représentants permanents de l'Union africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue du 4 au 5 juin à Nairobi, au Kenya. C'était en 2018, effectivement. Cette retraite a permis d'aborder de nombreux points de préoccupation soulevés par les États membres, les méthodes de travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le traitement sur les violations alléguées des droits de l'homme dans les États membres, la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif, ses relations avec les ONG, etc. Il a eu le privilège de présenter l'exposé sur le mandat et les procédures de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et suite à cette présentation et les discussions qui se sont déroulées, plusieurs recommandations étaient formulées. La deuxième activité, c'est la participation à la réunion annuelle des procédures spéciales des Nations Unies le 8 juin 2018 à Genève. En sa qualité de point focal de la feuille de route d'Addis Abeba adoptée par les procédures spéciales des Nations Unies et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et en compagnie du commissaire Rémi Longo, ils ont participé à un échange de vues sur la coopération avec les mécanismes régionaux des droits de l'homme. Au cours de ces échanges, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les procédures spéciales et les mécanismes régionaux après avoir rendu compte d'un bilan de la feuille de route d'Addis Abeba. L'autre activité à laquelle elle a participé, c'est la réunion conjointe du groupe de travail sur la feuille de route d'Addis Abeba
je vois qu'elle a repris l'activité, mais je passe à l'autre activité. Elle a participé aux travaux de l'atelier de formation des formateurs d'Afrique du Nord sur les mécanismes africains des droits de l'homme du 22 juillet 2018 à Rabat, Maroc. Cette activité avait commencé le 20. Au cours de cet atelier, elle a présenté l'architecture conventionnelle des droits de l'homme en Afrique en expliquant les réalisations, les défis à la concrétisation effective et efficace des droits de l'homme en Afrique. La commissaire a participé aussi à une formation sur le droit international humanitaire qui a eu lieu le 29 juillet 2018 à Banjul en Gambie. Cette formation s'est tenue dans le cadre du dialogue existant entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre du mémorandum d'entente dans le domaine d'interaction entre le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. L'objectif principal de cet atelier est d'initier des sessions régulières sur le droit international humanitaire à l'intention des commissaires, conseillers juridiques et autres membres du personnel de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le but d'accroître leur capacité et leur compréhension des concepts et principes du droit international humanitaire. La commissaire a pris part aussi aux travaux de la 24e session extraordinaire qui a eu lieu du 30 juillet au 8 août à Banjul en Gambie, au cours de laquelle la Commission a procédé à l'examen et à l'adoption d'un certain nombre de documents. Elle a participé aussi à la 11e réunion conjointe des bureaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et au 7e Assemblée générale entre la Commission africaine et la Cour africaine du 9 au 10 août 2018 à Banjul en Gambie. La commissaire a participé également à l'atelier tripartite consultatif entre la Commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le comité d'experts africain sur les droits et le bien-être de l'enfant africain du 11 au 13 août 2018 à Banjul en Gambie. La commissaire a également participé au séminaire régional de mise en œuvre des décisions de la Commission du 4 au 6 septembre 2018 à Zanzibar, en Tanzanie. L'un des objectifs spécifiques de ce séminaire était l'évaluation de l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées par la Commission africaine. La commissaire a entrepris des missions de promotion, notamment la mission de promotion en République de Guinée-Bissau du 16 au 20 juillet 2018 avec la commissaire Jensina King et le commissaire Rémi Ngoy. Les objectifs de la mission étaient de s'enquérir de l'état d'avancement de la situation des droits de l'homme à travers l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le dialogue engagé avec les différentes autorités gouvernementales et la société civile a permis d'identifier les progrès réalisés, mais également les défis à relever dans ce pays. Au titre des missions de promotion, elle a entrepris également une mission en Tunisie du 17 au 22 septembre 2017. Elle était avec la commissaire Maria Teresa Manuela
et le commissaire Hatem était en leur compagnie comme il était sur place en tant que Tunisien. Cette mission est la première mission de promotion de la Commission africaine en Tunisie. Elle avait pour objectif de faire l'évaluation de la situation générale des droits de l'homme depuis la présentation de son rapport initial en 1995 et particulièrement suite aux changements intervenus après la révolution de 2011. Au cours de cette mission, ils ont rencontré les différents acteurs tant du gouvernement, de la société civile que de la famille des Nations Unies. La mission leur a permis de se familiariser avec les problèmes auxquels fait face la République tunisienne, mais aussi les progrès amorcés dans la mise en œuvre des droits contenus dans la Charte africaine et des autres instruments pertinents des droits de l'homme ratifiés par la Tunisie. Le rapport détaillé de ces missions va inclure les recommandations et sera présenté lors des prochaines sessions de la Commission africaine. La commissaire a fait des communiqués de presse et des déclarations. Elle a fait une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié. Elle a fait aussi un appel urgent avec la commissaire en charge de la République d'Angola concernant l'expulsion d'étrangers, de migrants et de réfugiés survenus récemment en Angola. Concernant les activités de la commissaire menée en tant que rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées, internes et les migrants en Afrique. La première partie des activités concerne le panel de discussion sur les droits des personnes déplacées internes qui a été organisé par le Conseil des droits de l'homme le 26 juin 2018 à Genève. L'autre activité qui a été réalisée par la rapporteure spéciale, c'est la visite de camps de déplacés internes à Maïdougouri, au Nigeria, du 25 au 28 septembre 2018. Au cours de cette visite, la commissaire a rencontré des déplacés vivant dans ce camp avec lesquels elle a eu des échanges sur leurs conditions de vie. Elle a eu également l'opportunité de s'entretenir avec quelques autorités, telles que le chef de la cellule de gestion et de la coordination du programme Buhari, qui est au sein du comité présidentiel pour l'initiative Nord-Est, le président de la commission parlementaire sur les personnes déplacées internes et l'initiative du Nord-Est. Elle a également eu une mission de travail avec les ONG travaillant sur la thématique. L'autre activité réalisée par le rapporteur spécial, c'est la participation à une réunion d'experts sur la rédaction du commentaire général sur l'article 12.1, 4 et 5, du 4 au 5 octobre 2018 à Addis Abeba. Dans le cadre de son mandat, la commissaire a initié le développement de son commentaire portant sur la liberté de mouvement et la liberté de résidence
Et dans le cadre de cette réunion, ils ont eu l'occasion d'avoir une meilleure compréhension de cet article, du contenu de cet article. L'autre activité que la commissaire a réalisée, c'est la participation au cours sur le droit international humanitaire pour les professionnels de l'humanitaire qui a eu lieu du 15 au 19 septembre 2018 à Dakar, au Sénégal. Ce cours est organisé par la délégation régionale du CICR à Dakar. À l'occasion de ce cours, elle est intervenue sur la protection des réfugiés et des personnes déplacées internes et migrants, en mettant l'accent sur le rôle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans la protection de ces personnes. L'autre activité à laquelle la rapporteure spéciale a participé, il s'agit des cours de formation académique et méthodologique relatifs aux droits des réfugiés qui a eu lieu du 17 au 19 septembre 2018 à Tunis, en Tunisie. Le cours a été organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés et a connu la participation des représentants du monde académique, des magistrats, des ONG, des avocats venus des pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. La commissaire a eu l'occasion, en date du 18 au 19, de faire l'intervention sur le système africain de la protection des droits de l'homme à l'épreuve des tendances. Elle a abordé aussi les défis qui sont rencontrés en matière d'asile en Afrique. Les conclusions adoptées ont porté sur la nécessité de créer au sein des universités des pays du Maghreb des cliniques juridiques qui ont à la fois un rôle académique et social d'assistance et de consultation impliquant à la fois le corps professionnel et les étudiants. Le rapport de la rapporteure spéciale donne l'état de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. À ce jour, la Convention de Kampala n'a enregistré la ratification ou l'adhésion que de la part de 27 pays. La convention a été signée par 17 pays seulement. Et enfin, 11 pays ne l'ont toujours ni signé ni ratifié. Il s'agit du Botswana, de l'Algérie, du Cap-Vert, l'Égypte, le Kenya, la Libye, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Royaume du Maroc, les Seychelles et le Soudan. Le rapport de la commissaire contient aussi l'analyse de la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et des migrants durant la période d'intercession.
Au cours de cette période d'intercession, de nombreux développements sont survenus concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile, des personnes déplacées internes et des migrants en Afrique. Concernant les réfugiés, le rapporteur spécial est particulièrement concerné par la disparition de 48 Camerounais réfugiés et demandeurs d'asile déportés vers le Cameroun par l'État nigérien en janvier 2018 et qui sont toujours sans nouvelles. De même, elle est préoccupée par la déportation des réfugiés nigériens par le Cameroun également. Cette situation constitue une violation grave du principe de non-refoulement consacré par la Convention sur les réfugiés de l'Union africaine et des textes régionaux et internationaux relatifs à la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile auxquels est parti le Cameroun et le Nigeria. D'autres préoccupations portent sur les situations suivantes. La persistance des difficultés rencontrées par les enfants dans les camps de réfugiés pour accéder à l'éducation et aux soins, notamment dans les camps de réfugiés en Ouganda. La persistance de la crise humanitaire dans les camps de réfugiés au Cameroun suite à l'afflux des réfugiés venant du Nigeria et de la Centrafrique et au manque de moyens humanitaires pour y faire face. S'agissant des déplacés internes, la limitation de la liberté de mouvement dans les camps de déplacés internes au Nigeria, cas qui deviennent exécutés du fait de l'accroissement des personnes déplacées internes, préoccupe le rapporteur spécial. Les défis sécuritaires et socio-économiques, notamment le droit à l'alimentation, l'éducation, couplés à la difficulté d'accès à près de 900 000 déplacés internes sur le territoire nigérien, aussi préoccupe le rapporteur spécial. Elle est également préoccupée par la situation des déplacés internes en République démocratique du Congo. La situation demeure inchangée, notamment dans les régions du Kasaï et du Nord et du Sud Kivu. Pour ce qui concerne les migrants, au cours de la mission de promotion en Tunisie, il a eu l'occasion de s'entretenir avec la task force sur la Libye sous l'instigation du bureau de liaison de l'Union africaine pour la Libye. Au cours de cet échange, il a été informé de l'état des lieux de la situation actuelle des migrants en Libye et les difficultés rencontrées pour trouver des solutions idoines et pérennes sur la situation des migrants. Au plan général, le flux migratoire ne décroît pas malgré les hotspots mis en place dans certains pays, notamment au Niger. Sur la question de la nationalité, l'adoption du protocole sur la nationalité et l'éradication de la patridie a franchi une nouvelle étape avec son examen par le comité ministériel de l'Union africaine en vue d'une adoption. Le rapport de la rapporteure spéciale sur les réfugiés, les migrants demandeurs d'asile comprend aussi les recommandations dont je vais faire la lecture.
À l'endroit des États partis à la Charte africaine, elle recommande, premièrement au pays de l'Afrique australe, de s'engager pleinement dans la campagne d'éradication de l'apatridie initiée par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et laquelle le rapporteur spécial est associé, à l'exemple des pays de la CEDEAO, dont l'engagement ferme à lutter pour l'éradication de l'apatridie a été démontré avec notamment l'adoption de la déclaration de Banjul, une déclaration contraignante qui engage ces pays à prendre des mesures idoines et pérennes pour l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. À tous les États membres, elle recommande de ratifier le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relative à la libre circulation des personnes, aux droits de séjour et aux droits d'établissement. De s'impliquer davantage dans la prévention des déplacements forcés des populations à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays, quelle que soit l'origine du déplacement, soit conflit armé, changement climatique, grands projets de développement, catastrophes naturelles, etc., et de les protéger lorsque la prévention a échoué. De participer aux sessions de l'Assemblée générale des Nations unies au cours desquelles seront adoptés les 2 pactes sur les réfugiés et sur les migrants. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'accélérer le processus de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique, et pour ceux qui l'ont ratifié, de veiller à sa domestication en s'inspirant de la loi modèle adoptée par l'Union africaine lors du 30e sommet en janvier 2018. D'opérationnaliser les dispositions de la Convention de Kampala à travers des politiques et des programmes en faveur des personnes déplacées internes et en faire état dans leur rapport périodique conformément à l'article 14, alinéa 4 de la Convention. De prendre des mesures afin de trouver des solutions adéquates à la situation des réfugiés de long terme, d'organiser des recensements des personnes déplacées internes et de poursuivre les efforts en vue de l'adoption du pacte mondial sur les réfugiés et les migrants, de soutenir la campagne d'éradication de l'apatridie lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la décennie 2014-2024, de ratifier les conventions des Nations Unies sur le statut des apatrides de 1954 et celle de 1961 sur la réduction de l'apatridie, de soutenir l'adoption du projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique. Aux États de la CEDEAO, elle recommande de mettre en œuvre le plan d'action adopté en mai 2017 à Banjul. À l'Union africaine, elle recommande de prendre des mesures afin de faciliter et de finaliser le processus d'adoption du projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique. De mettre en œuvre la position africaine commune sur l'efficacité humanitaire adoptée en janvier 2016 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, et notamment la mise en place de l'Agence humanitaire africaine.
de s'inscrire dans la perspective d'une gouvernance mondiale et régionale de la migration, particulièrement par la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et son plan d'action. À l'endroit du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et autres agences onusiennes et organisations internationales, elle recommande de travailler en amont avec les États afin de trouver les solutions concernant la situation des réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que des déplacés internes et en particulier les réfugiés à long terme. À l'endroit des acteurs de la société civile et autres partenaires, elle recommande de poursuivre le plaidoyer en vue de la ratification de la Convention de Kampala, de poursuivre et d'intensifier le plaidoyer pour l'adoption du projet de protocole sur la nationalité et l'éradication de la patridie et de continuer leur action sur le terrain pour la soutenir, informer sur la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes et des migrants, et afin apporter leur concours et leur assistance à la rapporteure spéciale afin qu'elle puisse s'acquitter convenablement de son mandat. À la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, elle recommande de poursuivre les efforts dans la promotion et la protection des personnes réfugiées, demandeurs d'asile, déplacés internes et migrants, et de s'impliquer dans la campagne d'éradication de la patridie lancée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la décennie 2014-2024. Pour conclure, la rapporteure spéciale exprime ses vifs remerciements à l'endroit de tous les partenaires, particulièrement la Direction des affaires politiques et humanitaires de la Commission de l'Union africaine, le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'OIM pour le soutien constant apporté au mécanisme. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, Madame la Commissaire. Est-ce qu'à ce stade, il y a des demandes de prise de parole? Oui, le Cameroun. Okay, thank you, Chair, for giving us the floor. We've keenly heard about the report of the Honorable Commissioner and listened attentively to it. Therein, there are a number of issues calling the attention of this delegation, to which we have namely two. The first issue is about the alleged forced repatriation. Oh, excusez-moi. Allez-y. Yes, thank you, Honorable Chair. The first thing is the alleged repatriation of Nigerian refugees. We'd like to point out that during the last session, we thought we had given substantial information to the Commission, namely by stating that on the 2nd March 2017, the UNHCR and the governments of the Federal Republic of Nigeria and the Republic of Cameroon signed the tripartite agreement for the voluntary return of Nigerian refugees living in Cameroon. And since then, there are some numbers of meetings, a number of meetings of that tripartite commission, which held alternatively in Yaoundé and in Abuja. And in November, December 2017, the tripartite committee agreed to the standard operation of that process.
And since the starting of this year, there are some numbers of voluntary repatriation operation that has been conducted under this tripartite agreement, which we may recall that the UNHCR is part of it. So, in the event that information we are not duly informed, we may want to have the relevant information from the Commission and the source of the information, so that we may dig and see what has happened. That's the first thing. And there is also an alleged deportation of 48 people. There also we need additional information to be able to duly inform the Commission on what may have happened. So this is what this delegation wanted to point out. Thank you very much. Merci. Le Cameroun, je vois la Gambie qui souhaite prendre la parole. Thank you, Honourable Chairperson, for giving us the floor. We also thank the Honourable Commissioner for her insightful and detailed report, and we take note of the recommendations. The government acknowledges that irregular migration is among the major issues it has to address. This is evidenced through the past years as Gambian youth embark on the dangerous journey in search of greener pastures. To address this important issue, the government of the Gambia, through the Gambia Immigration Department, has established an irregular migration unit tasked with addressing and creating measures to combat irregular migration flow. The principal purpose of the irregular migration unit is to gather and disseminate information on migration, as well as reinforcing the border to prevent individuals from embarking on these dangerous journeys. This is done through border and sea patrols, enabling officials intercept vessels carrying individuals bound on such journeys. In addition, the International Migration Unit uses sensitization efforts to raise awareness among communities, especially the youth, and also conducts various awareness campaigns through radio programs, television programs, lectures in schools, and also outreach programs with the community and local authorities. The unit also provides assistance to returnees by providing guidance and counseling sessions. These sessions are also open to vulnerable youths. In addition to these efforts to decentralize its operations, an irregular migration monitoring center has also been established in one of the coastal towns of the Gambia. The center also provides guidance and counseling for returnees and youth at risk. The government of the Gambia has also adopted several policies, such as National Development Program, which focuses on providing meaningful opportunities to young youth in the country. Through the National Youth Council, the government has been working on providing business opportunities with the Youth Empowerment Program, providing guidance on starting and maintaining a business. As a matter of routine, the Ministry of Interior, together with the International Organization for Migration, also repatriates Gambians stranded in Libya. Additionally, similar to the International Organization for Migration, both the Ministry of Information and the National Youth Council also carry out sensitizations on the risk of embarking on irregular migration. I thank you for your attention. Algérie. شكرا السيدة الرئيسة، صباح الخير. تبع باهتمام كبير تقرير حول نشاطات المقررة الخاصة حول لاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا ومهاجرين. هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة، خاصة في شقه الحقوقي من احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. غير أنه استوقفني أنه في شقه المتخصص باللاجئين لم يتعرض لحالة مأساوية يعيشها
اللاجئين الصحراويين موجودين في التراب الجزائري قرب تندوف. وقد كانت فرصة لأعضاء لجنتكم الموقرة أن قامت بزيارة لهذه المخيمات واطلعت بعين مكان على المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئين الذين لهم حالة خاصة، وهي أنهم ينتظرون حق تقرير مصيرهم والرجوع إلى بلدهم في الصحراء الغربية. وهم موضوعين تحت الولاية، حتى نتذكر جيدا أنهم موضوعين تحت الولاية المحافظة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وهناك جيل كامل لا يعرف إلا اللجوء، لأن هذا من 1975 فهذه الحالة المأساوية مستمرة. ولهذا نطلب من السيدة المقررة الخاصة أن تضمن تقريرها باستمرار هذه الحالة حتى لا تقع تحت طي النسيان أو نغض الطرف عنها، لأنها معاناة إنسانية خاصة تستدعي دائما الاهتمام، ولا ينبغي الانزلاق في بعض محاولات تغييب هذه المعاناة الإنسانية. وشكرا. Est-ce que à ce stade il y a des institutions nationales qui souhaitent prendre la parole? Je n'en vois pas. Les ONG? Je n'en vois pas. Madame la commissaire? Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier les intervenants, essentiellement les représentants des États qui viennent de donner leur contribution par rapport à ce rapport. Concernant l'intervention du Cameroun, nous notons bien le développement par rapport à la question des réfugiés nigérians, que déjà il y a le rapatriement volontaire de quelques Nigérians, mais ce que nous souhaitons toujours, c'est que le problème soit réglé définitivement. Et donc la commissaire sera toujours concernée tant qu'il y aura toujours ces réfugiés sur le terrain, et aimerait qu'il n'y ait plus de déportation des réfugiés. Deuxièmement, concernant ces 48 personnes camerounaises, nous attendons, comme vous l'avez remarqué, les informations là-dessus, essentiellement en termes de mesures prises pour régler la situation. Par rapport à l'intervention de la Gambie, nous avons bien noté les mesures prises en vue de prévenir le problème d'immigration des jeunes Gambiens. Et en ce qui concerne l'intervention d'Algérie par rapport aux réfugiés de Sahraoui qui sont à Tindouf, c'est vrai, c'est un problème qui préoccupe la Commission. Elle a fait les visites dans ce camp de réfugiés. Et puis, je sais bien que la rapporteure spéciale aussi connaît la situation. Et avec moi, en tant que commissaire en charge d'Algérie, nous en avons discuté. Et la visite de ce cas sera mise dans le programme de la mission de promotion que nous envisageons en Algérie. Et je pense que peut-être elle attend de donner la situation
actualiser le dossier réfugié dès qu'on aura réalisé cette mission. Voilà ce que je peux dire pour ce rapport, et je vais transmettre toutes les contributions qui ont été faites sur ce rapport à la rapporteure spéciale. Merci. Le Soudan. Thank you, Madam Chair. It's not Sudan. It's with regard to the situation of refugees and internally displaced persons. South Sudan is aware that the Commission has upcoming promotion visit to the country, and we would like to emphasize that considering the recent concluded agreement which has been signed, there's a need for the Commission to much more emphasize and particularly include it as part of your communique or resolution on how to deal with issues of internally displaced persons that are in different parts of the country, as well as issues of refugees that have fled to neighboring countries. And so, if the promotion visit may delay, then we definitely call upon the Commission to urge the government of South Sudan to include the consideration for reintegration of IDPs and refugees. And if you come in a sooner time than later, then we also ask to have this consideration on how best IDPs and refugees could be integrated, and also help provide technical assistance on the reintegration of the IDPs and refugees. Thank you very much. Madame la Commissaire, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à sa déclaration? Je crois que c'est l'Institution nationale des droits de l'homme. Merci Madame la Présidente. C'est juste lui confirmer que lorsqu'il y a une mission de promotion dans un pays, nous considérons toutes les catégories de la population, y compris cette population de déplacés internes et des réfugiés. Et donc, si la commissaire ne fait pas partie de cette émission, les autres commissaires, notamment le commissaire responsable du Soudan du Sud, va prendre en charge la question. Merci. I'm presenting the report, the intersessional report from Commissioner Solomon Aele Derso, and the report is in relation to Commissioner Derso's activities under various portfolios, which will become apparent as I make my presentation. So, in the first part of Commissioner Derso's report, he speaks to activities which he undertook as a member of the Commission. And in this respect, these are activities which have been spoken to by other commissioners. So again, I don't think we need to repeat them, because essentially they are the joint retreat, the Nairobi joint retreat, the extraordinary session of the Commission, and the meeting with the court, the annual meeting with the court. Then in terms of Commissioner Derso's activities under the mandate of the working group, on extractive industries and human rights, he reports on his activities beginning with guidelines and principles on state reporting on extractive industries, human rights, and the environment. And he reports that the guidelines and principles on state reporting on extractive industries, human rights, and the environment, which were mandated by the Commission,
were adopted during the 62nd ordinary session, and that, as we may recall, they were launched during this session. He also reports that a side event, an arising side event, was hosted again in relation to the guidelines. Then he reports that the Working Group on Extractive Industries newsletter was also launched at this 63rd session of the African Union. Then on background study on extractive industries, human rights, and environment, he reports that in line with Resolution 148 of the Commission, which mandated the Working Group to prepare a background study on extractive industries, the environment, and human rights in Africa, that a draft report on the study was prepared and reviewed by an experts meeting on 24 July 2018 in Pretoria, South Africa. He also reports that a subsequent review of the study was also undertaken at another meeting of the working group, which was held on the 1st and 2nd of October in Addis Ababa, Ethiopia. Then Commissioner Dereso also reports on a study on illicit financial flows in Africa. And he says that further to Resolution 236 on illicit capital flight from Africa, which mandates the working group to undertake an in-depth study on the impact of illicit capital flight from Africa on human rights, in collaboration with the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa, that on the 25th of July 2018, an expert consultation was convened by the Center for Human Rights to review the draft study on illicit financial flows in Africa. So that meeting then took place, and then again from the 10th to 11th of October 2018, the working group was represented at the African Coalition for Corporate Accountability Assembly, which was held in Nairobi, Kenya, and that the working group therefore participated in discussions around prior consultation and substantive and rigorous participation of affected people in decision-making processes related to extractive industries. Then the third part of the report focuses on activities undertaken by Commissioner Dereso as a chairperson of the Advisory Committee on Budgetary and Staff Matters. And here he reports that as a chair of the Committee on Budgetary and Staff Matters, he led the delegation of the Commission presenting and defending the budget of the Commission at the joint sitting of the AUPRC Budget Subcommittee and experts of the Committee of 15 Finance Ministers. The fourth part is an update on the Commission's study on transitional justice in Africa. Commissioner Dereso reports that the study on transitional justice in Africa, mandated by the Commission's Resolution 235 on transitional justice in Africa, was adopted during the 24th extraordinary session of the Commission. Then he also has an update on the Commission's study on human rights in conflict situations in Africa, and the report is that following the public consultation during the 62nd ordinary session and further contributions received through the call for comments on the website of the Commission, the study on human rights in conflict situations
in Africa is currently in the process of being finalized and presentation to the Commission for its consideration. Then part 6 of Commissioner Derso's reports is on activities undertaken as country rapporteur. And he reports that he led a promotion mission which was undertaken in South Africa, and which I believe has been reported also by a number of other commissioners, so I don't need to repeat that. Also, he reports in respect of South Sudan, therefore taking note of the comment which was made before tea by the delegate from South Sudan. So Commissioner Derso reports that during the reporting period, the government of South Sudan also authorized a promotion mission of the Commission, which will be undertaken at the earliest opportunity. And he says, I wish to take this opportunity to reiterate the call to the governments of the Republic of Kenya and the United Republic of Tanzania to grant the requested authorization to undertake promotion missions to their countries. Now, as regards emerging human rights situations in South Sudan, on 12 July 2018, the Commission issued a press statement in which it condemned the atrocities committed by government forces in the rebel-held areas, including shooting at fleeing civilians, gang rape of women and children, and killing of elderly people, persons with disabilities, and children. It further denounced the retaliatory attacks by rebels on civilians. The Commission reminded the government of South Sudan that it bears primary responsibility for protecting civilians and urged all stakeholders to ensure the peaceful resolution of the conflict. Commissioner Derso reports also that additionally, on the 8th of August 2018, the Commission sent an urgent letter of appeal to the government of South Sudan in relation to the arrest and detention of Mr. Peter Biar Ajak, a prominent South Sudanese academic and activist. Then, Part 7 of Commissioner Derso's report is on the status of human rights and extractive industries in Africa. And his introduction is that the working group, during its meeting of 15 September 2017, adopted 4 strategic priorities to guide its work going forward. The first of these strategic priorities is the development of a monitoring and emergency response mechanism aimed at systematically and continuously tracking developments on the continent, collecting information and responding to emerging situations on the continent relating to extractive industries, human rights, and the environment. While the development of such a report or response mechanism is still in progress, the working group chairperson had at the 61st ordinary session in October 2017 decided to start tracking developments and to report on an annual basis on the status of extractive industries and human rights on the continent. The current report covers normative developments in states parties to the African Charter on Human and People's Rights, challenges arising from new discoveries of resources, as well as human rights violations resulting from the extractive industries that were reported in the public domain in the period under consideration. And in respect of normative developments in states parties, Commissioner Derso reports that some of the most important normative developments in states parties to the Charter are legislative amendments which are aimed at overhauling the relationship between the state and extractive companies and increasing the benefit that is derived from these resources by the people in these states. In this regard, the Commission particularly wishes to draw attention to the 9 mining regulations passed in Tanzania
in January 2018 to give effect to the new legislative framework adopted in July 2017. These regulations, inter alia, require the government to prioritize indigenous Tanzanian companies in granting mining licenses, make it compulsory for foreign-owned mining groups to offer shares to the government and local companies, and obligate mining companies to maintain a bank account with an indigenous Tanzanian bank, making it easier for the government to track the flow of money out of the country and address illicit financial flow. A second state which made significant legislative changes in the past year is the Democratic Republic of the Congo, which adopted a new mining code signed into law by the president in February 2018. Despite pressure from mining companies controlling, I think that must be 85% of the mining industry, and he lists a number of the companies which were exerting that pressure. So the pressure was to relax some of the provisions. The mining regulations implementing the code were adopted in June 2018 without relenting to the pressure from the industry. Then he also reports on legislative changes which were also made in South Africa to start regularizing the activities of illegal artisanal miners, and a mining bill which provides for recognition of artisanal miners, and that this is envisioned to be adopted before the end of the year. In Zimbabwe, the local ownership requirements for all metals, apart from platinum and diamonds, were abolished, with the possibility for companies to apply for a waiver of the requirement in relation to these two resources as well. Now, so the Commissioner Deso commends these developments, which increase compliance of the states with the provisions of Article 21 of the African Charter on the free disposal of wealth and natural resources by the people. But he also cautions that certain developments, while increasing the benefit derived by the state from the extractive industries, do not sufficiently translate into the exclusive interest of the people to dispose of their resources are being realized. So apart from legislative developments, there are also what he refers to as interesting policy decisions taken by states parties during this period. He cites South Africa, which made the decision to withdraw the draft mining bill, which had been pending before Parliament in a bid to increase policy certainty and make the country a more attractive investment destination. The adoption of a new mining charter in South Africa is also envisioned before the end of the year 2018 to ensure that mines develop and report on water saving plans. The Department of Water and Sanitation and the Minerals Council of South Africa have developed guidelines and benchmarks on water conservation and water demand to be complied with and reported on by all mining operations. He refers to another joint private-public sector initiative, which was the adoption of a mine water coordinating body aimed at addressing environmental degradation as well as economic challenges to mining-dependent communities following mine closure. He also cites the DRC, where the state mining company indicated
that they would be renegotiating contracts with international partners to increase the revenues accruing to the state, including contracts with Glencore, China, something, and Ivanco. Then he also discusses a number of policy decisions which were taken in Ghana during the period, the review period, and he also discusses Zambia. Then he says that in addition to all the above, the Commission recognizes the Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, as a crucial instrument in the project of ensuring greater disclosure of information in relation to extractive industries, including contracts for extractive operations, as well as the income generated by the government through extractive industries and its application. In this regard, the Commission takes note of the following assessments made by the EITI in the period under review. And so here, what he does is he cites a number of issues. And just to give an illustration, he says that in November 2017, Senegal became the first African country to have made satisfactory progress in implementing the EITI standard. He also cites Ghana, Nigeria, DRC, Sao Tome and Principe, Cameroon, and Madagascar, which were reviewed during this period and were all judged to have made meaningful progress towards meeting the EITI standard. He cites Madagascar, which went beyond the minimum requirements of the EITI standard in disclosing exploration data. And there are a number of other citations which he makes in the report, which are available and which I'm sure we can all look at. He cites challenges arising from new discoveries of extractive resources, and he says during the period under review, protests against sand mining in the village of Faraba, Banta, in the Gambia, resulted in the death of 2 protesters and the wounding of at least 6 others when police fired live ammunition at the demonstrators. The protesters were objecting to the environmental consequences of the sand mining operations. Following the incident, all mining in the area was suspended and the government launched an investigation into the use of deadly force by the police. The more than 20-year-long fight by the Xolobeni community in South Africa against proposed titanium dune mining on their ancestral land culminated in a decision by the Amadiba Crisis Committee of the community to take the Department of Mineral Resources to court, requesting for a ruling that no mining license should be granted without the community's consent. He also reports additionally that a coalition of local community organizations and civil society organizations in South Africa have instituted a legal challenge to a proposed coal mining development inside a protected area, stating that the environmental authorization was granted despite recognition of the strategic environmental importance of the area and the potential consequences, including the drying up of wetlands and mountain streams and the contamination of ground and surface water. He cites a number of further human rights developments in extractive industries, and he says that apart from the challenges arising from prospective extractive activities during the period under review, the working group also took note of a number of other human rights developments
resulting from ongoing extractive processes. In Zimbabwe, human rights activists have accused the military of smuggling diamonds out of the country, resulting in a loss of state revenue from the industry, as well as the lack of transparency in the industry in general. A further series of challenges arising from the mining of cobalt in the DRC, which he also discusses, that the cobalt industry suffers from the smuggling of thousands of tons of cobalt out of the country every year. And again, this results in economic loss. He also cites concerns around child labor, which affect this sector, and also concerns around the right to health, since clearly one of the concerns is that there should be a healthy environment, even as minerals are being mined. He cites a positive development in relation to the right to health in the out-of-court settlement signed by gold miners in South Africa and the lawyers of several thousands of mine workers who contracted fetal lung diseases, silicosis, and tuberculosis while working in the mines. And he cites a number of other challenges. He says, finally, with regard to the right of community members to information about extractive industries and to be included in all decision-making processes related to extractive industries, and the application of the income derived from extractive resources in South Africa, these rights were at least partially addressed in relation to a community trust funded by Anglo-American Platinum. He says, while previously the main decision-making power resided with the local chief, resulting in a lack of transparency in how the fund was applied, under its new structure, 9 of the trustees are directly elected by the local community. So then he makes some observations and conclusions. So this is a concluding part of the report. And he says, this intercession period has seen the culmination of many years of hard work with the adoption by the Commission of both the guidelines and principles on state reporting on extractive industries, human rights, and the environment, and the study on transitional justice in Africa. In particular, I wish, or he wishes, to draw the attention of state parties who are currently in the process of preparing their state reports for the next reporting cycle to be guided by the reporting guidelines on extractive industries in this process, and provide the Commission with the information requested therein. He would also like to take this opportunity to thank all his partners and everyone who contributed to the success of these projects. And he looks forward very much to the next phase of dissemination and popularization of this important work. Great strides have also been made in relation to the thematic studies that he has had the honor of leading. These notably, he notes, I think, so these notably include on human rights conflict situations, on extractive industries, and on illicit financial flows, which are at various stages of the drafting process. He wishes to express his gratitude towards those who have continued to invest time and resources to also see these studies through to successful conclusion. Finally, he wishes to commend and welcome wholeheartedly the positive developments which have taken place in the past year in relation to extractive industries on the continent, particularly the steps taken by states to ensure
that their people are able to freely dispose of and benefit from their wealth and natural resources, and are not subjected to foreign economic exploitation. He humbly calls on all states parties on the continent to continue to place the rights and interests of their people at the center of economic considerations, and to make decisions which would promote a future of peaceful and sustainable development in Africa, including ensuring full transparency and curbing illicit financial flows, so that the resources of the continent can fully and truly bring transformative benefits to the people and the continent at large. Chair, that's a report. Obviously difficult to summarize because it's not my report, but he thanks you very much. Thank you. Merci, honorable vice-président. Président, s'il y a une demande de prise de parole de la part des délégués d'État, nous allons leur donner la parole. J'en vois pas. Les INDH non plus. South Sudan? South Sudan? Okay. Thank you, Madam Chair. I just want to commend the report of Dr. Solomon, particularly in his capacity being the Commissioner Rapporteur for South Sudan. Two issues. One, with regard to detention of some individual, perhaps not only Dr. Peter Biar, but others, the Commission took a visit to the detention facility on the 3rd of August 2018 to talk to responsible official at the National Security Service, and also have had the opportunity to talk to Dr. Peter Biar and others that were held in detention. And we have urged the authorities to immediately release Dr. Peter Biar and other political detainees, or produce them before the court, formally charge them and produce them before the court if there are evidence. So that is an attempt being made by the South Sudan Human Rights Commission in our independent and constitutional mandate. And therefore we commend the statement sent by the Commission with regard to that effect. It is equally important that this session is important not only on the issue of Peter Biar, but on the issue of other political detainees that are in the custodies of the government, as well as political detainees in the custodies of opposition armed actors, of the armed opposition actors in their respective location, to be released immediately in the light of an agreement that was just celebrated yesterday in Juba. Because yesterday at this hour, the main leader of opposition, Dr. Yak, was in Juba celebrating the signing of the agreement, and has gone back to Khartoum following some technical and military security arrangement procedure toward the implementation of the agreement. So that is commendable. Therefore, there is no any reason whatsoever that activists who were perceived to take a particular political direction are again to be held in custody. Therefore, as the Commission, as the South Sudan Human Rights Commission, we also ask the African Commission to consider issuing a statement to that effect, that all political detainees be released with immediate effect. On the issue of extractive industries, South Sudan is the oil producing state, and with regard to our national legislation, it is clearly provided that the oil producing states shall have a separate percentage, 2% to the oil producing state, as well as 3% to the communities of the oil producing state. This particular location is meant to help rebuild their social fabric, considering the impact
of the oil exploration in any oil producing areas. This is in line with international environmental impact assessment, and particularly what is usually known as the polluter pay principle. Whoever pollute the area pay the cost. As a commission, we have not observed this thing has not been properly done well. However, considering the fact that Commissioner Dr. Solomon is at the same time the chair of the working group on this area, we have asked you to take consideration in your upcoming promotion visit to particularly find out the use and implementation of the allocation provided for in the Constitution and the law with regard to the allocation of these percentages for the empowerment and betterment of the lives of the people living in oil producing area. Thank you very much, Madam Chair. RDC Congo, s'il vous plaît. Honorable Madame la Présidente, merci de la parole. L'RDC voudrait d'abord saluer le rapport et souligner ses remerciements pour le soutien relevé dans ce rapport, notamment en ce qui concerne la promulgation du nouveau code minier, comme cela a été relevé hier, en ce qui concerne les efforts de redressement de la GECAMINE, et enfin en ce qui concerne également la mise en œuvre de la norme ITIE. À propos de l'industrie du cobalt et le travail des enfants dans les mines, la RDC voudrait juste souligner le fait que la nouvelle législation mise en place par le nouveau code minier prend en charge la répression du travail des enfants et autres personnes vulnérables, dont les femmes, dans les mines et les zones environnantes. Des efforts seront entrepris certainement là-dessus, dans la mise en œuvre de cette loi, pour essayer d'éradiquer ce fléau. S'agissant de la contrebande dans l'exploitation du cobalt, la RDC et la délégation ici auraient souhaité, par exemple, que le rapport puisse essayer de formuler quelques propositions dans la mesure où cela peut permettre, n'est-ce pas, au gouvernement d'en tenir compte. Avec votre autorisation, Madame la Présidente, merci. Merci, honorable délégué de la RDC. Au titre des ONG, j'ai dans ma liste la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. Ils ne sont pas là. Merci. Honorable Vice-Chair, est-ce que vous avez des réponses à ça? Thank you, Chair. And I wish to thank the delegates who have spoken. I take note of the comment by the delegation of the DRC, and I will communicate to Commissioner Derso about the importance of coming up with the substantive recommendations. And indeed, actually, the whole point about the working group, such as his, is to provide states with this sort of substantive advice. So I think this is quite a welcome, and Commissioner Derso will be made aware of your request. Now, the South Sudan Human Rights Commission it's extremely commendable that your commission has spoken about the release or prosecution of detainees. And we commend that. I am sure that when the promotion mission takes place, you will be a key resource. In fact, the reason why we
want and we like working with NHRIs, and therefore the reason why you became an affiliate this time around, and I think we should congratulate you for becoming an affiliate or getting affiliate status with the commission, with our commission, is so that you can provide us with the sort of information which you've just provided this afternoon. And then so that also we can work with you at the level of implementation. In fact, I must express my disappointment, so please don't learn from them. You know, there are quite a number of national human rights institutions which came to this session, and actually many of them left without ever having spoken, which is amazing. That I do not understand. I do not understand how NHRIs, which are in the best position to know the human rights situation in their countries and which have affiliate status, would actually come to a session of the commission, participate in a side event, and not actually make substantive comment in the main event. And so the fact that you are given affiliate status only this session and you've made substantive contributions in this session is extremely commendable, and we look forward to continuing engagements with you in coming sessions of the Commission. But then again, we do take note of your feedback, and this also will be made aware to Commissioner Derso, particularly when he now proceeds to undertake the promotion mission. Thank you so much, Chair. Okay. Merci, commissaire. Nous avons un rapport, le rapport sur du groupe de travail sur les communications. Madame la présidente du groupe de travail. Merci. Thank you, Madam Chair. Report is divided into 7 sections. Section 1 explains the legal framework for communications before the Commission and provides a brief overview of communication procedure. Section 2 covers the status of communications before the Commission. Section 3 deals with communications considered by the Commission during the reporting period. Section 4 outlines communications to be tabled at its 63rd ordinary session. Section 5 deals with the implementation of Commission's decisions. Section 6 outlines challenges encountered by the Commission in general and the working group in particular in realizing the mandates, and Section 7 provides recommendation. Section 1 deals with the legal framework for communications and basically states the procedure used as far as communications are concerned, and outlines the 2 approaches which we have, which depends on whether it's individual communication or interstate communication. It also states the 3 stages which have been adopted as far as communications are concerned. That's the first stage, which is a seizure, second stage, which is admissibility, and the last stage, which is the merits of the communication. And once the decision has been arrived at and the activity report of the Commission has been authorized for publication, the general public can now have access to the final decision, which is referenced in the activity report. Status of communications before the Commission. Today, the Commission has received 649 communications, out of which it has finalized 418, of which 141 are on merits, and transferred 3 to the African Court on Human and People's Rights. There are currently 231 communications pending before the Commission, 12 of which are new and at seizure stage, 173 on admissibility, and 45 on merits. Most of the communications brought before the Commission are submitted by individuals and NGOs.
Up to date, the Commission has only received 4 interstate communications, which are outlined in paragraph 18 of our report. Communications considered by the Commission during the reporting period. Between May 18 and October 2018, the Commission has considered 12 communications on seizure, out of which it was seized of 9, rejected 1, and granted provisional measures on 2 communications. Regarding communications on admissibility, the Commission considered and decided 8 admissible and 9 were deferred. Regarding communications on merits, the Commission decided 2 communications. The Commission provided guidance for 4 communications and granted the withdrawal of 2 communications. Communications tabled at the 63rd Ordinary Session. During this session, the Commission is considering 15 communications, 3 on admissibility, 3 qualified for striking out for want of diligent prosecution, 7 on seizures, and 2 requiring guidance. Implementation of the Commission's decisions. The Commission continues to experience low level of compliance of its decisions, which impacts on the effectiveness of its protective mandate. By virtue of ratifying the African Charter, states commit to fulfilling in good faith the obligations derived from the Charter. The Commission recognizes challenges faced by states in implementing its recommendations, including challenges relating to financial and human resources capacity. However, the Commission continues to count on the goodwill of states to implement its decisions, and specifically makes an appeal for states to comply with its procedures under Rule 112 by reporting on mid- and long-term measures it is taking or intends to take in implementing recommendations made by the Commission. This is more so because reporting does not have any cost implications and would assist the Commission in keeping tab with states' implementation status by various levels, at various levels. In the same vein, complainants should also endeavor to report to the Commission under the same rule to keep the Commission abreast with what is at stake at the national level. As the Commission continues to work in collaboration with its partners to have an effective monitoring system in place, including various ways in quantifying the level of states' compliance, other stakeholders are called upon to assist the Commission in this process. In that context, the Commission is currently working with the Human Rights Implementation Center of the University of Bristol and the network of African human rights institutions to assess the status of implementation with the aim of ensuring compliance by states to decisions of the Commission. The Commission also successfully organized a second regional seminar on the implementation of decisions of the Commission from the 2nd to the 6th of September 2018 in Zanzibar, United Republic of Tanzania, for countries of East and Southern Africa with the financial support of the European Union under the Program on Strengthening the African Human Rights System, PANAF. The overall objective of the seminar was to strengthen the African human rights system in the areas of Commission's human rights promotion and protection mandate. The specific objectives included an assessment of the level of implementation of concluding observations and other decisions of the Commission with the aim to promote implementation by state parties. It is hoped that recommendations emanating from this seminar and the first regional seminar would cumulatively assist the Commission towards its endeavors to ensure compliance of its decisions by state parties. Finally, it is worth noting that the Commission, the African Court on Human and People's Rights,
as well as the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, are currently in the process of establishing a mechanism to monitor the implementation of and compliance with decisions of the three organs. Challenges. The Commission continues to encounter challenges that impede its output on communications, including inter alia, human resources constraints at the Secretariat of the Commission, in particular lack of Arabic and Portuguese legal officers, as well as revisers and translators. Lack of an automated communication handling system, as the existing manual system is tedious and inefficient. Policy and technical capacity challenges for referral of cases to the court. Lack of a communications database, which also includes implementation database. Lack of focal persons at the level of states focusing on communications-related documents and processes from the Commission. Change of address and/or focal persons by litigants without informing the Secretariat of the Commission. Lack of diligent prosecution by complainants and non-respect of timelines fixed by the rules of procedure by the parties. Insufficient funds to ensure translation of submissions from parties, which causes inordinate delays in processing of communications. Recommendations. The recruitment of more staff should be expedited, especially legal officers in Arabic and Portuguese, as well as revisers and more translators who work in these languages. The Commission should develop a case management system and also ensure that there is capacity to continuously update it. The Commission should establish a dedicated case referral / litigation unit at its Secretariat as a prerequisite for the continuation of referral of cases to the court. Funds permitting, the Commission should hold periodic seminars on its jurisprudence to better capacitate the Secretariat and the Commission, trainings on the communication procedure for state parties, national human rights institutions, civil society organizations, and other stakeholders to keep them abreast of the communication procedure and facilitate their use of the same. The Commission requests state parties to avail its Secretariat of the most recent versions of their national constitutions, civil and criminal procedure codes, and other key legislations in order to further enrich the collection of research materials at the Secretariat. As a follow-up on implementation, all stakeholders are requested to submit reports on the status of implementation of the decisions of the Commission. State parties are called upon to honor their commitments and obligations under the African Charter and demonstrate the requisite political will by implementing the Commission's decisions on communications and providing relevant reports on implementation to the Commission in line with Rules 1112 of its Rules of Procedure. State parties should constantly update their contact information with the Secretariat of the Commission and appoint focal persons to deal with communications at the national level. Partners should support the work of the Commission by providing trainings and opportunities for exchanging best practices to legal officers at the Secretariat of the Commission in order to enhance their capacities. Funds permitting, more seminars should be organized to follow up on conclusions of the regional seminars on implementation of the Commission's decisions. The Commission calls on all litigants to officially update their contact details with the Secretariat of the Commission. In conclusion, the Working Group on Communication
was established to strengthen the protective mandate of the Commission. This is only possible through the collaboration of all stakeholders concerned. The working group, therefore, continues to welcome different views and recommendations from stakeholders aimed at improving its mandate and, by extension, the mandate of the Commission. Thank you, Madam Chair. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce rapport sur les communications? Les délégués d'État, UNDH, ONG, je n'en vois pas. Merci, Madame la Commissaire. Nous sommes au terme des points inscrits à l'ordre du jour de la session publique. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement les délégués d'État qui ont fait le déplacement pour participer aux travaux de cette 63e session ordinaire, démontrant ainsi l'intérêt que leur pays porte au travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne les développements positifs intervenus dans leur pays depuis la 72e session de Nouakchott. Je voudrais les engager à se mettre à jour par rapport à leurs rapports périodiques qui sont plus exhaustifs parce que là, ils n'ont que 7 minutes d'interaction avec nous. Et je saisis également cette occasion pour remercier particulièrement l'Angola, le Botswana et le Togo. Nous savons qu'au plan national, depuis la dernière présentation de leur rapport, beaucoup de progrès ont été faits dans le domaine des droits de l'homme. À travers l'adoption de lois nouvelles, de plans, de politiques, de programmes et de stratégies dans différents domaines des droits de l'homme, dans le but de renforcer la jouissance des droits et libertés garantis par la Charte africaine, le protocole de Maputo et d'autres instruments régionaux, internationaux, nationaux, dans le but de renforcer l'exercice et la jouissance par leurs citoyens de leurs droits. Nous félicitons le Togo et l'Angola pour avoir rejoint le peloton des pays qui ont présenté des rapports sur la mise en œuvre du protocole de Maputo, et nous engageons les autres qui ont ratifié ce protocole à en faire autant, et ceux qui n'ont pas encore ratifié ce protocole et d'autres textes africains. Nous avons parlé du protocole sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, qui attendent d'être ratifiés et d'être mis en œuvre par les pays. Je voudrais dire toute ma satisfaction et celle de mes collègues pour la qualité des rapports, la qualité des
personnalités aussi qui ont composé les délégations et nous avons pris bonne note depuis hier de toutes les informations qu'ils ont apportées, souvent des informations additionnelles au contenu des rapports, qu'ils ont apportées aux questions et interrogations des commissaires. Cet exercice devrait leur permettre, une fois de retour dans leur pays, d'en faire la restitution aux membres des commissions d'établissement ou d'élaboration des rapports d'État. Dans le but de les outiller et aussi de leur donner des orientations conformes aux attentes de la Commission africaine quant à la collecte et à l'actualisation des statistiques. Souvent, les statistiques sont disponibles au niveau du pays ou au niveau des agences spécialisées du système des Nations Unies qui évoluent dans le pays. Donc, nous pensons que les commissions d'établissement ou d'élaboration des rapports devraient faire encore plus de travail. Encore plus de travail pour nous donner des informations pertinentes et que ces informations soient incluses dans les rapports prochains. Nous sommes conscients que dans la plupart de nos pays, il y a encore du travail à faire. Dans beaucoup de domaines thématiques, que ce soit au niveau des femmes, des enfants, le travail des enfants dans les mines, le travail des enfants dans les champs, les politiques en matière de santé. Nous voyons que dans plusieurs pays, le budget à la santé a baissé, l'éducation est compromise, surtout dans les pays qui sont frappés de plein fouet par le terrorisme. Nous voyons également que dans le domaine du VIH, il y a encore des efforts à faire pour la disponibilité des ARV et pour mieux couvrir les pays en ARV, en centre de dépistage et autres. Et ces efforts doivent être également, ils doivent se poursuivre. Les efforts des États doivent se poursuivre dans l'instauration d'un dialogue constructif avec les ONG qui évoluent dans les pays. Également, nous voyons qu'il y a un besoin d'une interaction plus forte avec les communautés, les populations, de façon à ce qu'elles puissent participer à l'élaboration des politiques ou à leur conception, qu'elles participent également à leur évaluation pour que leurs besoins soient pris en compte et pour éviter aussi la déperdition d'énergie et de ressources. Parce que quand les besoins ne sont pas satisfaits alors que les ressources peuvent être mieux utilisées, je pense qu'il y a un gap et ce gap ne peut être comblé que lorsque les États partis et les populations concernées, les populations au bénéfice desquelles les États travaillent. Parce que le gap, en tout cas, ce sera résorbé à travers une interaction plus forte, à travers également l'utilisation des langues nationales. On l'a dit, plusieurs pays ont dit que désormais, ils ont des programmes dans les langues nationales, l'utilisation également des médias de proximité. On a vu que pour les médias sociaux, il y a encore beaucoup de réflexions à faire pour savoir comment ils peuvent être utilisés, mieux utilisés que ce qu'on voit en ce moment. Mais tout ceci ne peut se faire que dans le cadre d'une concertation avec les médias, les professionnels des médias, et entre également les mêmes professionnels et
les institutions ou les autorités en charge justement des médias, en leur allouant également des ressources suffisantes pour une meilleure professionnalisation. Il y a encore des efforts à faire par rapport aux bénéfices des couches pauvres, des couches qui sont dans les zones rurales, les personnes déplacées par ces conflits, les malades qui ont du mal à accéder ou à acheter les médicaments. Nous avons encore des problèmes d'accès à l'eau potable de nos populations, l'assainissement, également l'électricité qui commence à faire défaut et qui a un impact sur les petits métiers, les menuisiers, les artisans qui travaillent avec le courant. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels des efforts conséquents devraient être faits. Et par rapport aux États qui ont produit les rapports, je voudrais les rassurer que la Commission va incessamment produire ses observations conclusives avec des recommandations adaptées aux défis relevés dans chacun des pays suivant les thématiques. Nous notons aussi que dans ces rapports, il y a des efforts pour essayer de nous informer de la mise en œuvre des recommandations précédentes. Je pense que ceci est très important, mais ces efforts doivent se poursuivre, se consolider. Il faut que les États révisitent et qu'ils aillent plus loin dans le suivi des recommandations qui leur sont faites, dans l'évaluation également de la mise en œuvre de ces recommandations pour apporter aux domaines où il y a encore des faiblesses des mesures additionnelles ou des mesures correctives. Sans la mise en œuvre effective des recommandations et des décisions des organes des droits de l'homme, la Commission africaine, la Cour africaine, ainsi que l'adoption par les États de mesures correctives, comme je viens de le dire, et des mesures d'action positive des fois, nécessaires, l'exercice auquel nous exerçons, nous nous livrons ici au sein des sessions publiques de la Commission. Cet exercice sera vain et n'aura pas un impact réel sur la situation des droits de l'homme dans le continent. Nous remercions également les INDH, le vice-président l'a dit, l'interaction a été faible. Nous pouvons compter sur les bouts des doigts les institutions nationales qui ont été à nos côtés lors de cette 63e session pour nous avertir les éclairages nécessaires, parce que c'est des institutions importantes qui comportent à la fois des ONG, mais également des services de l'État. Donc fondamentalement, nous avons besoin d'une plus forte interaction avec les institutions nationales des droits de l'homme. Nous remercions les ONG. Les ONG, nous voulons simplement leur dire qu'il n'est pas profitable, il n'est pas productif des fois en 3 minutes chacune de venir faire des dénonciations. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent en amont nous informer des allégations de violation dans les pays spécifiques pour que les rapporteurs pays, les mécanismes spéciaux puissent effectivement rentrer en contact avec les États et que l'on puisse également avoir de la part des États des informations utiles à l'effet effectivement de corriger certaines situations ou de nous dire ce qu'il en est. Je pense que ce serait en tout cas la meilleure manière qui sera complétée après par leur déclaration ici. Mais nous devons être informés, nous devons avoir une meilleure articulation des informations qui nous livrent. Je voudrais, au terme de ce que vient de dire, remercier les autorités de la Gambie. La délégation de la Gambie a interagi sur beaucoup de thématiques. Je pense que c'est ce que nous attendons de l'État de la Gambie.
Nous remercions donc les autorités pour les facilités. Nous allons le réitérer lors de la clôture de la session. Mais nous voulons également nous présenter les excuses de la Commission africaine pour les désagréments causés par d'abord l'éloignement du lieu de la tenue de la session, mais pour le courant qui va, qui vient, l'Internet qui n'est pas toujours disponible. C'est des réalités africaines. C'est des réalités africaines et nous nous excusons d'avoir violé vos droits quant à l'accès à l'Internet, l'accès à un environnement meilleur pour le travail, mais je pense que nous avons, en d'autres temps, ici même en Gambie, effectivement, tenu des sessions conviviales, sans beaucoup de désagréments, et nous pensons que cela va revenir avec la construction de notre siège, en faveur duquel il y a beaucoup d'engagement de la part des autorités. Je voudrais donc, à ce stade, vous féliciter tous, vous remercier et vous donner la moitié de la route, parce que l'autre moitié, vous devez revenir le 13 novembre pour qu'ensemble nous puissions effectivement procéder à la clôture de notre session, une session complètement dédiée aux droits de l'homme, à la situation des droits de l'homme sur le continent, avec nos incompréhensions sur les thématiques, sur les concepts. Nous devons nous mettre en tout cas ensemble pour aller de l'avant pour la satisfaction des droits de nos populations. Je vous remercie.